Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, Jean-François Roberge connaît des mois désastreux depuis sa décision d'abolir le PEC, alors que personne au Québec n'avait demandé ça, puis personne ne l'appuie dans sa décision. Son entrevue au micro de Patrick Lagacé lundi, là, si vous ne l'avez pas écouté, était une démonstration éloquente et révélatrice d'un ministre qui s'entête et qui s'enfonce. Depuis quelques jours, pour essayer de s'en sortir, M. Roberge a décidé de mentir aux Québécois. Je le dis sans détour et je l'assume pleinement. Jean-François Roberge ment aux Québécois. Il ment aux Québécois quand il affirme que d'accorder une clause de droit acquis dans le PEC le forcerait à accepter jusqu'à 350 000 temporaires. C'est n'importe quoi. En 2023, le PEC a permis de sélectionner à peu près 9 000 personnes. En 2022, c'était 5 000 personnes qui s'est qualifiées dans le PEC. Jamais il a été question d'admettre des centaines de milliers de personnes dans le PEC. Jamais de la vie. Le PEC, c'est un programme d'élite qui permet de qualifier pour la résidence permanente les travailleurs qualifiés puis les diplômés francophones qui sont aptes à contribuer puis qui sont des atouts pour le Québec. Aujourd'hui, je demande clairement au ministre Roberge d'arrêter de mentir aux Québécois et aux Québécoises et d'accorder une clause de droit acquis dans le PEC sans délai. Merci. De mon côté, je vous parlerai du troisième lien peut-être tantôt. Si j'ai des questions, moi j'ai envie plutôt de vous parler de Glencore. Je suis nouvellement responsable du dossier de l'environnement, donc c'est un dossier évidemment que je connais bien. J'ai été à Rouen à la fin de l'été, rencontrer les gens, des travailleurs, des travailleuses, des résidents du quartier Notre-Dame aussi. Et je veux leur dire que Québec solidaire est de tout cœur, d'abord avec eux et avec elles. C'est 600 travailleurs directs, 1400 travailleurs indirects. Qui dépendent de l'usine, de la fonderie Horn. Les résidents, les résidentes du secteur Notre-Dame qui se retrouvent aujourd'hui, vous voyez l'actualité, dans un flou incroyable. Ils ne savent pas. Ils devaient déménager, leur maison devait être déconstruite. Ils ne savent pas du tout où ils s'en vont avec ça, quel est leur avenir. Tout ça parce qu'une compagnie a décidé, comme elle l'a fait depuis une centaine d'années maintenant, parce qu'on va fêter le 100e anniversaire l'année prochaine de la fonderie Horn, ça a toujours fonctionné comme ça, à coups de menaces, à coups de chantage, et particulièrement à la veille de cycles électoraux importants. Ils ont recommencé à parler de déménager, de fermer l'usine, de ne pas respecter les normes pour lesquelles elle s'est elle-même engagée en 2022 pour un plan 2022-2027. Et donc, je demande à François Legault, qui est responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, de prendre sa petite valise et d'aller rencontrer et les travailleurs, travailleuses et les gens du quartier Notre-Dame et également Glencore pour arriver à une solution qui permettra à la fois de conjuguer, et c'est ce qu'on pense qui est possible chez Québec solidaire, l'économie, la protection de l'environnement et la protection de la santé des gens, c'est-à-dire une solution qui permet de garder l'usine en place, mais aussi s'assurer qu'elle est respectueuse de nos normes environnementales et de santé publique. Merci. On doit baisser les normes pour protéger les emplois. Est-ce qu'on doit baisser les normes? Maintenir les normes pour protéger les emplois. Écoutez, en 2022, là, la compagnie, la fonderie Horn s'est engagée à atteindre en 2027 15 nanogrammes par mètre cube d'arsenic. Elle-même s'est engagée à le faire. Elle a dit qu'elle mettrait tout en place, qu'elle investirait l'argent pour le faire. Donc 15, c'était atteignable et pourtant aujourd'hui, ça ne semble plus l'être. Donc on a une compagnie qui fait du chantage, qui ne respecte pas les engagements qu'elle a pris elle-même. Donc ça, évidemment, il faut atteindre cette norme-là de 15 nanogrammes pour l'arsenic et viser ultimement le 3 ou le 5 qui est recommandé par la santé publique. Il y a un accompagnement qui est à faire, mais ça fait assez longtemps que cette compagnie-là joue avec le monde, joue avec la santé. Ses profits, elle les a faits sur le dos de la santé des travailleurs, des travailleuses et des résidents du quartier Notre-Dame. Il est temps qu'elle aussi fasse sa part du travail. Et François Legault doit aller sur place pour arriver à une solution qui permette d'atteindre ça. Elle doit atteindre le 3 nanogrammes quand, l'entreprise? Ah ben là, c'est à la santé publique à nous dire quand est-ce qu'on doit le faire. Non, mais le plus rapidement possible. Au bout, là, Non, le plus rapidement possible. La santé publique nous dit que 3 nanogrammes par mètre cube, c'est ce qu'on a besoin pour que la population ne meure pas des activités de la fonderie. Donc, évidemment, il faut le faire le plus rapidement possible. Un dilemme impossible à résoudre, puis le Parti libéral non plus n'a pas proposé de solution. Tout le monde s'entend que c'est 3 nanogrammes, là, si on suit la science. Mais pour assurer les emplois, il faut qu'il y ait une transition, puis que Glencore ne semble pas être prête à la faire de façon plus ou moins accélérée. Vous, votre formation politique, approuverait un plan qui permettrait d'atteindre le 3 nanogrammes quand? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Pendant combien de temps on va endurer, qu'on va supporter qu'une compagnie fasse des profits sur le dos de la santé des gens? Alors, je dis que le 3 nanogrammes, le 3 nanogrammes doit être atteint le plus rapidement possible. Vous parlez de chantage, donc comment on transige avec une entreprise qui fait du chantage?
Moi, je demande à François Legault de le faire. Moi, je ne suis pas au gouvernement, là. Donc, je demande à François Legault d'y aller. C'est lui qui est responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, qui aille là-bas, qui trouve des moyens pour être capable, qui mette ses culottes, qui aille là-bas, qui fasse le travail et qui trouve une solution. Il doit à la fois protéger l'environnement et la santé, c'est faisable. Sans aide gouvernementale financière. En tout cas, pour la norme de 15 nanogrammes, la compagnie était supposée être capable de le faire les investissements. Mais comme je vous dis, à la veille d'un cycle électoral au municipal ou au niveau québécois, subitement, la compagnie se retrouve avec une incapacité d'atteindre ses objectifs. C'est pas raisonnable. On voit bien qu'on est en train de faire de... Le gouvernement aide davantage Glencore, par exemple, en investissant une certaine somme d'argent. Est-ce que ce serait acceptable pour sauver les emplois, à votre avis? Ce qu'il faut, là, c'est s'assurer de préserver les emplois, s'assurer de préserver la santé, préserver l'environnement. Je demande à François Legault d'y aller et de régler la situation. À lui, les résultats ne sont pas de notre côté, c'est celui du gouvernement. S'il veut laisser un legs pour cette région-là, donc il a décidé de prendre la responsabilité, qu'il aille, qu'il trouve les solutions pour être capable pour être capable d'atteindre tous les objectifs en même temps. Troisième lien. Attends un peu, je vais juste être sûr de comprendre votre réponse. Donc, vous seriez d'accord à ce que le gouvernement allonge des millions pour aider Glencore? Dans un monde idéal, là, Glencore a fait des milliards de profits à travers le temps. Elle est supposée être capable de trouver des solutions par elle-même pour atteindre les objectifs. Des normes qui existent pour toutes les entreprises, pour toutes les compagnies au Québec. Elle devrait être capable de s'ajuster aux normes. C'est une entreprise extrêmement lucrative. Là. Quand on prend l'entièreté de la chaîne, ça c'est important, là, l'usine, la fonderie Horn, n'est pas la plus lucrative, mais l'affinage qui se fait après ça à CCR à Montréal permet de dégager d'immenses profits. Tout ça, ça fait partie d'une chaîne. Donc, on soit très, très clair. Quand on regarde l'ensemble, l'opération, la chaîne de production de cuivre et d'extraction d'autres minéraux rapporte énormément d'argent à la même compagnie, Glencore, à la fin. Donc, cet argent-là, ils sont capables de faire les ajustements et de respecter les normes environnementales québécoises. Oui, non, ou peut-être pour de l'argent public. Je veux dire, on a des normes au Québec. Normalement, une entreprise est supposée être capable d'atteindre ces objectifs-là sans qu'il y ait d'aide gouvernementale qui est mise dans une opération comme celle-là. Sur le troisième lien. Donc, c'est très lucratif. Oui. Donc, le gouvernement va attendre la fin de la course à la chefferie à la CAQ avant de dévoiler les coûts et de préciser le tracé. Vous parlez du PEC tantôt en disant qu'il n'y a personne qui a pu ça. Il semble que même au sein de la CAQ, dans le fond, le troisième lien, les députés soient encore divisés. Il n'y a personne qui appuie l'idée d'un troisième lien central, finalement. Pourquoi pas tirer la plug? Moi, en tout cas, cette sortie du ministre Julien, hier, je l'ai trouvé quand même assez drôle parce que, d'une part, lui, il continue, il ne se représentera pas, là, bon, puis il veut toujours que ce projet-là soit le plus avancé possible et irréversible. Là. Je reprends un peu les mots de sa prédécesseur. Il n'y a pas vraiment de légitimité là, pour pousser un projet qui pourrait coûter là, 11 milliards. D'après moi, c'est une estimation assez conservatrice là, pour ce projet-là. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième chose, c'est comment ça se fait qu'on attend de savoir qui sera le ou la prochaine chef de la CAQ pour savoir si ce projet-là... Pourquoi on met le projet sur la glace pendant la chefferie? Moi, je trouve que ça démontre beaucoup plus, en fait, quelque chose de fondamental. Ce projet-là n'est pas poussé par la CAQ pour sa pertinence, mais pour des considérations électoralistes. C'est l'électoralisme qui pousse ce projet-là depuis des années. On le sait, mais cette sortie de Jonathan Julien-là vient juste le prouver avec énormément d'éloquence. Les gens de la Rive-Sud sont encore dupes. Les gens de la Rive-Sud Ils se sont fait promettre un troisième lien en 2012 par la CAQ, en 2014. 14. Ben, En 2012 aussi. Ah, ça a commencé 14. L'étude Texult est sortie en 2013, moi, ça se ben, Ça fait 2014, longtemps. 2018, ils forment le gouvernement. Réélu en 2022, Ouais. il y a du fling-flang. Puis, finalement, on se retrouve dans une situation où c'est un enjeu de la course à la direction de la CAQ et possiblement des prochaines élections générales. Est-ce que les électeurs de la Rive-Sud, notamment, puis peut-être de la région de Québec de plus généralement, sont encore sensibles à ces promesses-là? Parce que ça montre une chose. Hein. Ce projet-là n'a pas avancé. Il n'y a jamais eu d'études d'opportunité. Il n'y a jamais eu d'études pour prouver la sécurité économique, le fameux argument qui est utilisé depuis le rapport de la CDPQ Infra. Pour moi, c'est clair que les gens, je ne dirais pas qu'ils sont dupes, mais ils sont fait rouler dans la farine par un gouvernement, par des aspirants gouvernements qui voient là une opportunité populiste de solutionner les enjeux de congestion que rencontrent les gens. Le dénominateur commun de tout ça, c'est que les gens cherchent des solutions. Ils sont pognés dans leur char, ça les énerve, puis je les comprends, évidemment. Par contre, les vraies solutions, ça, le gouvernement de la CAQ, notamment, n'a jamais voulu l'aborder, d'ailleurs, le PLQ non plus.
ce qu'on devrait faire, puis je le répète, c'est de trouver des solutions, d'autres options de transport, du transport collectif, du transport actif, resserrer le territoire, arrêter de s'étaler. Mais pour un gouvernement ou un parti qui aspire à gouverner, peut-être que les méthodes plus populistes, les solutions plus populistes ont plus de chances, d'un point de vue de la population, de les faire élire. Donc, on pousse là-dessus plutôt que s'attaquer à des vrais enjeux, à des vraies solutions qui auraient des répercussions à long terme positives. Vous avez vu, là, peut-être que M. Tanguay a de la difficulté à se positionner avant la fin de la course à la chefferie libérale, un peu comme la CAQ. Toujours sur le finalement. troisième lien, là? Oui. Oui. Et or, M. Milliard, lui, son scénario privilégié, c'est celui du troisième lien à l'Est que privilégiait aussi Philippe Couillard Oui. à l'époque. Est-ce que ça, c'est du populisme? Ben écoutez, je vous dirais qu'il y a un seul parti qui n'a jamais changé d'idée sur le troisième lien, qui a toujours été clair sur la question du troisième lien. On n'en a pas besoin. C'est une solution inutile à un problème qui n'est pas si grand que ça, qui serait surtout très coûteuse, qui empêche de mettre 7 à 11 milliards de dollars dans d'autres projets d'infrastructure qui seraient beaucoup plus bénéfiques, qui donneraient des solutions aux gens, qui donneraient de la fluidité. Alors, ça représente bien, effectivement, un parti politique qui peut être louvoyant, qui peut décider d'aller une fois sur un troisième lien à l'Est, comme semble le proposer Charles Milliard, puis d'autres fois une opposition la plus totale, comme Monsef Déragi le faisait depuis quelques mois, quelques années. Donc, j'ai vraiment hâte de voir Monsef Déragi défendre le projet de troisième lien de Charles Milliard. Ça va être très hilarant. Ça illustre pas aussi toute la réalité d'avoir deux candidats à la course, à la chefferie, à l'intérieur d'un parti où là, certains enjeux en cours, finalement, sont un peu colorés par les positions de chacun. Il y a une particularité de voir que cette course-là, qui là, finalement, c'est sur une vision hypothétique. Ce qu'on comprend de M. Julien, en fait, c'est que c'est un peu comme s'il disait à Mme Fréchette, ben, si vous tergiversez, il n'aura pas de troisième lien. Il n'y a pas un peu d'ingérence de la course à travers les volontés. Oui, c'est un petit peu inévitable. Il y a peut-être un lien à faire avec la CAQ. Tu veux parler de Simon-Jeanin Barrette qui disait qu'il était souverain? C'est quand même intéressant, ça. C'est assez particulier quand même. Parce que c'est pas vrai tout le temps. On a vu quand même Simon-Jeanin Barrette récemment, puis on a vu quand même des tensions sur le projet de Constitution puis l'article 29, puis on a vu Mme Fréchette quand même soumettre des doutes quand même assez clairs. Mais Simon-Jeanin Barrette, rapidement, sur la foi d'une souveraineté quelconque là, par rapport à son projet de loi, tassé du revers de la main les revendications de l'ensemble du milieu de la société civile québécoise, là, puis du Collège des médecins, puis des autres revendicateurs pour demander le retrait de l'article 29. Là, tout d'un coup, lui, Simon-Jeanin Barrette, il est très souverain dans son projet de constitution. Il en a fait la démonstration claire et éloquente que finalement, c'était pas une constitution du Québec, c'était même pas une constitution caquiste, c'était une constitution de Simon-Jeanin Barrette, point barre, parce qu'il va être tout seul à décider. Fait que cette démonstration-là est éloquente quand on fait la comparaison entre comment lui se gouverne sur le projet de constitution, puis comment, de l'autre côté, il semble avoir des questions permises sur le PEC. Là. Il y a aussi une distinction claire entre M. Drainville, même M. Girard, la semaine passée, là, qui a dit que la CAQ se devait d'être plus inclusive et rassembleuse. Clin d'œil clair au PEC, tant qu'à moi. Puis de l'autre côté, Mme Fréchette, qui, elle, s'allie avec Roberge, alors que quand elle était ministre de l'Immigration en 2023, c'est elle qui a déplafonné le PEC. Et c'est elle qui l'a mis de l'avant. Donc, on est vraiment là dans un scénario de l'arbitraire total. Puis les ministres se gouvernent là, selon qui a le plus d'influence puis de poids. Là. Manifestement, M. Jean Barrette pense qu'il est intouchable dans tout ça. On verra ce que l'avenir lui réserve. Pendant que vous êtes sur le PEC, là, juste pour être clair, parce que vous avez nommé des chiffres tantôt, je pense, si je ne m'abuse, puis vous me corrigerez, le nombre de CSQ émis par le biais du PEC là, en 2022-2023. Là, pour être clair, vous proposez d'offrir combien de clauses de droits acquis au jour 1? Là? Moi, je pense qu'on peut offrir une clause de droit acquis puis y rester dans la cible maximale que s'est donné Jean-François Roberge de 29 000. Je pense que tout ça est possible. Le PEC a toujours coexisté avec le programme régulier. Ça a toujours été hybride, le système d'immigration québécois, depuis 15 ans. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle on fermerait un pour donner 100% du quota immigrant économique à juste un des deux programmes. Je pense qu'on peut faire une balance. Puis le PEC l'a démontré, de par ses caractères exigeants, qu'on peut avoir les deux en même temps. Fait qu'est-ce que c'est le tiers de l'immigration qu'on va permettre dans le PEC, dans l'économique? C'est-tu le 2 tiers? Moi, je suis parlable là, sur la distinction et sur la discussion. Les faits sont tels qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui se qualifie au PEC. La démonstration est éloquente dans les 15 dernières années. Fait qu'on ne dépassera pas le chiffre de M. Roberge. C'est le chiffre qu'il a décidé, ils sont au gouvernement. On peut accorder une clause de droit acquis sans dépasser 29 000. La conséquence de ça risque pas d'accorder des clauses de droits acquis à, par exemple, uniquement des gens qui sont établis à Montréal,
alors que Mme Fréchette dit que la capacité d'accueil est atteinte à Montréal. Ben, sur le fait de Montréal, c'est intéressant. Le PEC est le programme pour les francophones. On parle souvent de l'enjeu du français à Montréal. Il n'y a pas mieux pour le français à Montréal que de pérenniser des candidats du PEC qui sont francophones et qui vont permettre justement d'inverser cette tendance-là puis de protéger le français. Fait que si on voulait faire l'argument poussé à l'extrême, on pourrait sélectionner que du PEC à Montréal puis on aurait un impact positif sur le français. Maintenant, pour ce qui est de la régionalisation, si on fait un 2 tiers, si on fait un tiers, si on se donne de l'espace dans le programme de sélection pour les régions, puis qu'on permet au PEC, qui par ailleurs n'a pas que des candidats montréalais, il y a quand même des candidats partout. Moi, je parle à du monde, j'ai parlé à des gens de Chicoutimi hier qui vont perdre probablement un technicien en laboratoire, puis un adjoint dans un centre jeunesse pour des PJ. Ça touche l'ensemble du Québec. Pourraient pas Ils passer sont par pas le invités. PSTQ. Ils sont pas invités. Il y a eu 3 rondes d'invitation déjà, ils ne sont pas invités. L'infirmière de Sherbrooke, à qui je parle souvent, là, Sabrina, elle n'a toujours pas été invitée alors qu'elle fait de l'aide à domicile pour des aînés à Sherbrooke. J'ai parlé à une enseignante de français à Saint-Jean, elle n'est pas invitée. J'ai parlé à des médecins qui ne sont pas invités. Véritablement, le PSTQ, pas un mauvais programme. On a toujours eu 2 programmes, ça fonctionnait bien. Le PEC permettait de qualifier sur la voie rapide ceux qui avaient des atouts conséquents pour l'économie québécoise. Puis de l'autre côté, on complétait le seuil économique avec le programme régulier, puis ça fonctionnait. Il n'y a personne dans les 15 dernières années qui a dit que le PEC n'était pas un programme efficace. Au contraire. Puis même le gouvernement Legault, même Christine Fréchette, a tellement jugé ce programme-là prioritaire qu'elle l'a déplafonné. C'était sa décision il y a à peu près 1 an et demi. Aujourd'hui, on abolit ça complètement. Puis pourquoi Jean-François Roberge n'a pas mis ça au jeu dans sa planification de l'immigration? Pourquoi vous et moi, puis l'ensemble d'entre vous, là, on a passé l'automne à couvrir puis à parler d'immigration sans que Jean-François Roberge soit honnête puis dise qu'il mettait au jeu l'abolition du PEC, puis on en aurait débattu avec l'ensemble des groupes de la société civile? Pourquoi il a gardé ça dans sa petite poche arrière pour nous servir ça en plein mois de décembre sans prévisibilité? Puis pourquoi aujourd'hui il s'entête à dire que d'accorder une clause de droit acquis dans le PEC, ça permettrait de qualifier 350 000 personnes, alors que c'est pas vrai, que le PEC n'a jamais permis de qualifier des centaines de milliers de personnes? Jamais. Ça prend le niveau 7 en français, le niveau supérieur, ça prend un diplôme d'études assez qualifié, bac maîtrise, ça prend 24 mois d'emploi qualifié. C'est un programme d'excellence auquel on s'attaque, puis ça n'a aucun sens. Sur la santé rapidement, le projet de loi pour corriger la loi 2 va être déposé aujourd'hui. Est-ce que vous avez, ils n'ont pas beaucoup de temps là, avant l'adoption, avant l'entrée en vigueur de la loi initiale? Est-ce que vous allez collaborer pour que ce soit accepté rapidement? Est-ce que en fait, qu'est-ce qu'il doit avoir dans ce projet de loi-là pour que vous collaboriez? On collabore toujours. Vous m'avez vu en projet de loi toujours très constructif et collaboratif, mais il va falloir que les patients y gagnent quelque chose. Moi, je veux des engagements législatifs pour les patients dans le projet de loi. Là, on a vu des révélations, là, puis on n'en sait pas exactement sur ce qu'il va y avoir dans le projet de loi, mais la simple inscription à des listes sans garantie de service pour le patient, là, pour ce qui est des boursiers de l'autre côté, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir qu'il y ait des engagements clairs, nets et précis, que les patients puis que les Québécois et Québécoises gagnent au change dans cette entente-là. Moi, je vais veiller au grain, je vais entendre les groupes, puis je vais aller en études détaillées pour faire tout le travail disponible pour que la loi assure le plus de bénéfices possibles aux patients. Puis j'espère que Mme Bélanger va être ouverte à ce qu'ensemble, on travaille au bénéfice des Québécois et aux Québécoises dans ce psychodrame qu'ils ont créé eux-mêmes de toutes pièces. The same topic that I wanted to ask you those questions. You'll have to start a blitz because they have until the end of the month, and the special loan doctors was scrapped with the agreement with the GPs, and now we'll have the agreement eventually with the medical specialists. Yesterday, the health minister said that about 75,000 of patients are now taken care of individually or collectively, but is that true that they are taken care of? Well, you're asking the right question, and we're going to see what's within the bill today. But, I mean, you put those quotation marks where they're supposed to be. I mean, they're supposed to be taken care of. What does that mean? Does that mean you have direct access to a line? That was told, I read the paper this morning, you still will call the 811 and you'll see if there's an available meeting for you, but maybe they weren't. Maybe they won't have an available meeting for you, and maybe you'll have to go to the emergency room anyway. So, I mean, what within this bill is going to ensure that Quebecers, that patients are getting services? This is what I'm going to be looking for. Hopefully, after months of catastrophic scenarios, this is ending by a positive outcome for Quebecers, hopefully. And I'm going to read the bill, I'm going to comment it, and I'm going to be working in commission to make sure that there's rights and that there's services that are being ensured for Quebecers.
La Presse published an article in December about super nurses having a very limited power to take care of patients in GMF. Isn't it absurd? Because it was always in the plan of Mr. Dubé that it was a family doctor or a super nurse that could take care of patients by that was the summer of 2026. Everything has changed. But how can we explain that super nurses in GMF have a very limited power to take care of patients in 2026? Very difficult to understand, and we can put that same question in regards to other care workers. I mean, we've been speaking about direct access to social workers, physiotherapy, other services that shouldn't have to go directly to take an appointment with the doctors for afterwards being offered those services. I mean, we need to rethink the first access to the first line, and we need to make sure the good specialist is seen before to make sure the doctors are really doing the job that they're supposed to be doing and not necessarily being the entry room or the entry officers for the one that access the whole system. And the nurses is one of, the IPS is one of the good examples, but we should discuss also about opening better access for other professionals that should be helping us into ensuring that the doctors are treating patients and that are not doing only administrative and directive services towards those patients.